Je suis assis près de la fenêtre, tandis que la lumière grise du matin tombe doucement sur les rues tranquilles de Beaune. À 96 ans, j'ai appris une chose que personne ne m'avait vraiment expliquée quand j'étais jeune. Le corps parle longtemps avant que la vie nous oblige à l'écouter. Après 70 ans, chaque petit geste commence à raconter une histoire. Je ne le comprenais pas autrefois. À l'époque, je croyais que vieillir signifiait seulement compter les années, souffler des bougies, boire un verre de vin et continuer à vivre comme toujours. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose de plus profond. Le corps commence à envoyer des signes silencieux bien avant que les véritables difficultés apparaissent. Je me souviens parfaitement des matins de ma jeunesse en Bourgogne. Je sortais tôt, lorsque l'air frais flottait encore au-dessus des vignes et que les pierres anciennes des rues étaient légèrement humides de rosée. Je marchais jusqu'à la boulangerie du coin pour acheter du pain frais. Je le faisais sans réfléchir, avec des pas longs et sûrs, presque impatients. Mes jambes se déplaçaient avec une telle facilité que je n'imaginais même pas qu'un jour, marcher pourrait devenir une sorte de miroir révélant l'état de toute une vie. Beaucoup d'années plus tard, une fois passés les 70 ans, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Certains hommes de mon âge continuaient à marcher d'un pas ferme. Ils traversaient la place sans hésitation et montaient les escaliers de leur vieille maison sans s'arrêter. D'autres, au contraire, avançaient plus lentement, avec des pas courts, comme si chaque mètre demandait une négociation silencieuse avec leur propre corps. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la manière dont nous marchons n'est pas seulement une habitude, c'est un signe. À cette époque, j'avais un voisin qui s'appelait Marcel. Il avait à peu près mon âge. Chaque matin, nous nous croisions près du petit marché de la place. Moi, je marchais encore assez vite, comme je l'avais toujours fait. Lui, en revanche, s'arrêtait souvent, posant sa main sur sa canne ou contre un mur de pierre pour reprendre son souffle. Au début, je pensais simplement qu'il était fatigué. Mais avec le temps, j'ai compris que son corps perdait quelque chose d'essentiel, la force qui soutient tout le reste. Les jambes sont la base de notre indépendance. Quand elles s'affaiblissent, toute la vie commence à rétrécir. Les rues deviennent plus longues, les escaliers paraissent plus hauts. Même sortir de la maison peut devenir une épreuve. J'ai eu de la chance, mais j'ai aussi appris à préserver ce que j'avais. J'ai continué à marcher chaque jour. Même aujourd'hui, à 96 ans, je fais encore de petits tours autour de la place quand le temps le permet. Je ne marche plus aussi vite qu'avant, mais mes jambes se souviennent encore de l'homme que j'ai été. Mais mes jambes ne furent pas les seules à me révéler le passage du temps. Mes mains aussi ont commencé à me parler. Pendant des décennies, j'ai travaillé avec elles. J'ouvrais des bouteilles de vin, je portais des caisses, je transportais des sacs du marché remplis de fromage, de fruits et de pain encore chaud. Je n'ai jamais vraiment pensé à la force de mes mains jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un ami à moi, Jacques, essayait d'ouvrir un bocal de confiture dans sa cuisine et il n'y arrivait pas. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il tournait le couvercle. Cette scène m'a marqué plus que je ne l'aurais cru.
Les mains racontent souvent la vérité sur le reste du corps. Lorsque la force disparaît des doigts, elle disparaît souvent ailleurs aussi. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à observer des détails simples. La manière dont je tenais une tasse de café, comment je portais un sac, ou la fermeté de ma poignée de main lorsque je saluais quelqu'un. Et pourtant, il existait un signe encore plus discret que tous les autres. Quelque chose que beaucoup de gens ignorent jusqu'au moment où cela devient impossible à cacher, l'équilibre. Un jour, alors que je montais l'escalier étroit de mon ancienne maison à Lyon, j'ai senti que mon corps mettait une fraction de seconde de plus à se stabiliser. C'était presque imperceptible, mais suffisant pour attirer mon attention. L'équilibre est une conversation silencieuse entre le corps et le cerveau. Quand cette conversation commence à se dérégler, la vie devient plus incertaine. Avec les années, j'ai pris l'habitude de faire un petit test. Lever un pied pendant quelques secondes près d'une table ou d'une chaise. Cela paraît insignifiant, mais cela révèle beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je repense à ces signes, je comprends enfin quelque chose que j'ignorais autrefois. La longévité n'arrive pas soudainement. Elle se construit dans les habitudes, dans les petits gestes répétés pendant des décennies. Et curieusement, certaines de ces vérités ne se révèlent pas pendant la journée, lorsque nous marchons dans les rues ou que nous utilisons nos mains. Parfois, elles apparaissent dans les moments les plus silencieux, quand la maison s'endort et que la nuit commence. Aimez et abonnez-vous. Ici, nous préservons la sagesse que le monde moderne tente d'effacer. Que seuls ceux qui cherchent la vérité restent. La nuit tombe différemment quand on a mon âge. Je l'ai remarqué il y a longtemps, bien avant d'atteindre les 90 ans. Quand on est jeune, la nuit arrive presque comme une pause, un simple passage entre deux journées. Mais après 70 ans, la nuit devient un miroir. C'est dans le silence que le corps révèle ce qu'il cache pendant la journée. Je me souviens d'une période de ma vie, lorsque j'avais environ 75 ans et que j'habitais encore dans mon petit appartement à Lyon. Les soirées étaient calmes. La rue en contrebas se vidait peu à peu, les lumières des cafés s'éteignaient et la ville prenait ce ton gris-bleu si particulier des nuits françaises. Je préparais souvent un simple dîner, un peu de soupe chaude, du pain, parfois un morceau de fromage et un verre de vin rouge. Rien de compliqué. Pourtant, avec les années, j'ai compris que ces petits rituels avaient plus d'importance que je ne l'imaginais. Car le sommeil, voyez-vous, devient l'un des plus grands indicateurs de notre état réel lorsque nous vieillissons. J'ai connu des hommes de mon âge qui passaient leur nuit à se retourner dans leur lit, incapables de trouver le repos. Le matin, ils descendaient dans la rue avec un regard fatigué, comme si la nuit leur avait volé quelque chose. Ils buvaient leur café rapidement, parlaient peu et semblaient porter un poids invisible sur les épaules. Moi, j'ai toujours essayé de respecter la nuit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans un livre, c'est une leçon que la vie elle-même m'a donnée. Je me couchais à des heures régulières, j'éteignais la lumière sans regarder d'écran ou de télévision trop longtemps, et je laissais la fatigue naturelle venir à moi. Je me rappelle encore la sensation simple d'une nuit paisible.
le silence dans l'appartement, le léger craquement du bois ancien du plancher et la respiration calme qui accompagne le sommeil profond. Quand on dort bien, le matin semble différent. Le corps se réveille avec une certaine légèreté, comme si les années pesaient un peu moins. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Un de mes amis, Henri, qui vivait à quelques rues de chez moi, avait commencé à mal dormir vers ses 70 ans. Au début, il n'y prêtait pas attention. Il disait simplement « C'est l'âge, Jean-Pierre ». Pourtant, avec le temps, ses nuits sont devenues plus agitées. Il se réveillait plusieurs fois, marchait dans l'appartement, regardait l'horloge et soupirait. Peu à peu, cela a changé son humeur, puis son énergie. Il semblait toujours fatigué, toujours un peu ailleurs. C'est là que j'ai compris que le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est la manière dont le corps se répare lui-même. Quand nous dormons profondément, le corps travaille silencieusement. Il répare les muscles, il calme l'esprit, il remet de l'ordre dans nos pensées. Sans ce moment de reconstruction, même les personnes les plus fortes finissent par s'affaiblir. Mais le sommeil n'est pas la seule chose qui révèle la santé d'un homme après 70 ans. Il y a aussi quelque chose de plus simple encore, l'appétit. Cela peut sembler étrange, mais la faim est un signe de vie. Je ne parle pas de manger trop, ni de festins compliqués. Je parle de ce désir simple de s'asseoir à table et de savourer un repas. Je me souviens des dimanches à Beaune, quand ma famille se réunissait autour de la grande table en bois de la maison. Ma sœur préparait une soupe épaisse, mon frère apportait du vin de la région et quelqu'un sortait toujours un plateau de fromage. Nous parlions longtemps, parfois pendant des heures. Ces moments n'étaient pas seulement des repas, c'étaient des preuves que la vie continuait de circuler entre nous. Avec l'âge, j'ai remarqué que certaines personnes commencent à perdre cet appétit. Elles sautent des repas, disent qu'elles n'ont pas faim ou qu'elles sont déjà rassasiées après quelques bouchées. Beaucoup pensent que c'est normal, mais souvent ce n'est pas si simple. Quand le corps cesse de demander de la nourriture, cela peut être le signe qu'il commence à ralentir. Les muscles perdent de leur force, l'énergie diminue et même l'esprit peut devenir plus lent. Pour ma part, j'ai toujours essayé de garder ce plaisir simple de manger. Même aujourd'hui, à 96 ans, je prends encore le temps de m'asseoir à table, de couper un morceau de pain, de goûter un peu de fromage ou de boire une soupe chaude. Ce ne sont pas de grandes choses, mais elles rappellent au corps qu'il doit continuer à vivre. Avec le temps, j'ai compris que la longévité n'est pas faite de secrets extraordinaires. Elle repose souvent sur des gestes simples, répétés chaque jour. Marcher, dormir correctement, manger avec plaisir. Mais malgré tout cela, il existe quelque chose qui peut affaiblir un homme bien plus rapidement que la fatigue, l'âge ou même la maladie. Quelque chose que beaucoup de gens portent sans s'en rendre compte, le poids du stress. Le poids du stress. Voilà une chose dont on parle peu quand on est jeune. On pense que la fatigue vient du travail, que l'inquiétude disparaît avec les années, que le temps finit par arranger les choses. Mais à mesure que l'on avance dans la vie, on comprend que certaines préoccupations s'installent profondément dans l'esprit, parfois pour très longtemps.
Je l'ai appris lentement, presque sans m'en rendre compte. Quand j'avais encore la soixantaine avancée, je vivais toujours à Lyon. La ville avait ce mélange particulier d'énergie et de calme que j'aimais tant. Les marchés du matin, les cafés remplis de conversations, les tramways qui passaient doucement dans les rues. Tout semblait continuer comme toujours, mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait commencé à changer. Ce n'était pas la fatigue physique, mes jambes marchaient encore bien, mes mains restaient fortes. Non, c'était autre chose. Une sorte de tension silencieuse qui apparaissait dans les moments les plus inattendus. Les factures, les inquiétudes pour la famille, les nouvelles du monde, les souvenirs qui revenaient parfois au milieu de la nuit. Tout cela s'accumulait comme des pierres invisibles dans l'esprit. Je connaissais un homme à cette époque, Richard. Nous avions à peu près le même âge et nous nous rencontrions souvent dans un petit café près de la place Bellecour. Richard avait toujours été un homme intelligent et énergique. Mais avec les années, je remarquai que quelque chose en lui s'était durci. Chaque conversation revenait toujours au même sujet, les problèmes, les peurs, les choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Il parlait vite, son front restait plissé, et même lorsqu'il buvait son café, ses doigts tapaient nerveusement sur la table. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il semblait si inquiet. Il a simplement haussé les épaules et répondu « On ne peut pas s'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. » Cette phrase m'est restée longtemps dans la tête, car avec le temps, j'ai compris que le stress agit comme une pluie lente sur la pierre. Au début, on ne remarque rien, mais année après année, il creuse des fissures invisibles dans le corps. La tension constante fatigue le cœur, perturbe le sommeil, affaiblit l'énergie. Même les personnes qui semblent fortes peuvent commencer à s'user intérieurement. Moi aussi j'ai connu ces périodes. Je ne prétends pas avoir toujours été calme ou sage. Il y a eu des moments dans ma vie où les inquiétudes me suivaient jusque dans mon lit. Je restais éveillé, regardant le plafond dans l'obscurité, repassant les mêmes pensées encore et encore. Mais avec les années, quelque chose en moi a changé. Je me souviens d'un après-midi d'automne où je marchais lentement le long du Rhône. Les feuilles mortes glissaient sur le sol et l'air frais de la saison portait cette odeur particulière que seuls les automnes français possèdent. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé les gens passer. Certains marchaient vite, d'autres parlaient au téléphone, d'autres encore semblaient perdus dans leurs pensées. Et tout à coup, une idée très simple m'est venue. La plupart des choses qui nous inquiètent aujourd'hui disparaîtront demain. Cela ne signifie pas que les problèmes ne sont pas réels, mais cela signifie que nous passons souvent trop de temps à lutter contre des choses que nous ne pouvons pas changer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire quelque chose de très simple. Lorsque les inquiétudes apparaissaient, je respirais profondément et je me demandais si cette pensée méritait vraiment de rester dans mon esprit. Parfois la réponse était oui, mais souvent elle était non. Avec le temps, j'ai compris que la paix intérieure est une forme de force, une force silencieuse qui protège le corps autant que l'esprit. Beaucoup de maladies liées à l'âge
ne viennent pas seulement du corps, elles viennent de l'accumulation d'inquiétudes, de tensions, de nuits passées à réfléchir à des choses qui ne peuvent plus être changées. Les personnes qui apprennent à relâcher cette pression vivent souvent plus longtemps. Leur respiration reste calme, leur cœur bat plus doucement, leur esprit reste clair. Aujourd'hui, à 96 ans, je ne prétends pas avoir tout compris de la vie, mais je sais une chose, un esprit constamment agité fatigue le corps bien plus rapidement que les années elles-mêmes. Et pourtant, même lorsque l'on apprend à apaiser son esprit, il existe encore un élément essentiel que beaucoup de gens sous-estiment. Quelque chose de profondément humain. Quelque chose qui peut prolonger la vie autant que l'exercice, le sommeil ou une bonne alimentation. La présence des autres. La présence des autres. Voilà peut-être la chose la plus importante que j'ai comprise au fil de toutes ces années. Quand on est jeune, on pense souvent pouvoir tout affronter seul. On croit que la force vient de l'indépendance, de la capacité à ne dépendre de personne. Mais en vieillissant, on découvre une vérité différente. L'être humain n'est pas fait pour vivre isolé. Je m'en suis rendu compte progressivement, sans même m'en apercevoir au début. Après avoir quitté Lyon, je suis retourné vivre quelque temps près de Beaune, dans cette région de Bourgogne où j'avais passé une partie de ma jeunesse. Les rues étaient toujours les mêmes. Les pierres des maisons semblaient avoir gardé la mémoire des générations passées, et les petites places étaient encore animées par les marchés du matin. Mais quelque chose avait changé. Beaucoup des visages que je connaissais avaient disparu. Certains amis étaient partis vivre ailleurs, d'autres avaient simplement quitté ce monde. Au début, ce silence m'a surpris. Les journées semblaient plus longues, les soirées plus calmes. C'est à ce moment-là que j'ai compris combien la présence des autres peut influencer notre santé, parfois bien plus que nous ne l'imaginons. Je connaissais une femme dans le quartier. Elle s'appelait Éléonore. Elle avait presque 80 ans à l'époque, mais elle possédait une énergie étonnante. Chaque semaine, elle participait à un petit club de lecture dans la bibliothèque municipale. Elle téléphonait régulièrement à ses amis, rendait visite à sa famille et ne manquait jamais une occasion de discuter avec quelqu'un sur la place du marché. Quand on la rencontrait, elle souriait facilement. Elle parlait avec enthousiasme de ses lectures, de ses promenades et des petites choses de la vie quotidienne. À quelques rues de là, vivait une autre femme, Barbara. Elle avait à peu près le même âge, mais sa vie était très différente. Elle sortait rarement de chez elle. Les volets de son appartement restaient souvent fermés et les voisins disaient qu'ils la voyaient de moins en moins. Avec le temps, la différence entre ces deux femmes est devenue évidente. Éléonore semblait rester vive, alerte, curieuse du monde. Barbara, en revanche, semblait s'éteindre peu à peu. Cette observation m'a profondément marqué. La solitude agit d'une manière étrange sur le corps. Elle ne provoque pas de douleur immédiate, elle ne ressemble pas à une maladie visible, mais elle peut affaiblir l'esprit, diminuer l'énergie et rendre chaque journée plus lourde à porter. Au contraire, les relations humaines ont un effet presque invisible mais puissant. Une conversation, un rire partagé, un simple appel téléphonique
peuvent transformer l'humeur d'une journée entière. Je l'ai ressenti moi-même. Même aujourd'hui, à 96 ans, je prends toujours plaisir à parler avec les gens de mon quartier. Parfois, c'est simplement un échange avec le boulanger le matin, parfois une discussion avec un voisin assis sur un banc de la place. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils rappellent au cœur qu'il continue de battre au rythme du monde. Les scientifiques parlent souvent d'exercice, d'alimentation ou de sommeil pour expliquer la longévité. Et ils ont raison, ces choses sont importantes. Mais ils parlent moins souvent d'un facteur tout aussi essentiel, le lien humain. Quand nous parlons avec quelqu'un, notre cerveau s'active, notre humeur s'améliore, et même notre corps réagit différemment. Les tensions diminuent, la respiration devient plus calme, et l'esprit se sent moins seul face aux difficultés de la vie. Avec les années, j'ai compris que vivre longtemps ne signifie pas simplement ajouter des années à son existence. Cela signifie garder une place dans le monde, rester connecté aux autres, continuer à échanger des histoires, des souvenirs et des rires. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois clairement ces 7 signes qui ont accompagné mon chemin après 70 ans. La façon de marcher, la force dans les mains, l'équilibre du corps, la qualité du sommeil, l'appétit pour la nourriture, la capacité à gérer le stress et, peut-être plus important encore, la richesse des relations humaines. Aucun de ces éléments n'est magique, aucun ne garantit une vie éternelle, mais ensemble, ils forment une sorte de carte silencieuse qui nous montre la direction de notre santé. Je ne sais pas combien de temps il me reste. À mon âge, personne ne peut vraiment répondre à cette question. Mais je sais une chose avec certitude. Chaque jour supplémentaire est une occasion de marcher encore un peu, de respirer profondément, de partager une conversation et de savourer les petites choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Car au fond, la longévité n'est pas seulement une question de durée, c'est une question de présence. Si cela vous a aidé, aimez et partagez. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Protégez votre paix.